Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Nous sommes à Davos, au Forum économique mondial, pour un débat spécial consacré aux élections européennes et à la montée du populisme. À 4 mois du scrutin, les sondages montrent un regain du sentiment anti-européen. Alors comment l'expliquer? Y a-t-il vraiment deux Europes? Une Europe des nationalistes d'un côté et une Europe des progressistes de l'autre? À l'heure du Brexit, peut-on redonner le goût d'Europe? On en débat avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir, d'être avec Enzo Moaevo Milanesi. Vous êtes ministre des Affaires étrangères italien, vous parlez très bien le français, vous êtes indépendant, vous n'avez pas de carte politique et vous allez nous expliquer comment vous vous faites entendre dans un gouvernement où il y a une coalition avec la Ligue, le parti d'extrême droite, et également le mouvement populiste des 5 étoiles. Un gouvernement où on entend surtout, il faut le dire, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Avec moi également Cecilia Malmström. Bonjour, vous êtes une femme politique suédoise, membre du Parti des libéraux. Vous êtes commissaire européenne au commerce et vous allez nous expliquer comment vous, représentant de la Commission, du législateur européen, vous percevez ce rejet d'Europe et ce que vous comptez faire pour y remédier. Thomas Buberl, bienvenue, bonjour, administrateur et directeur d'AXA, également Young Global Leader du Forum de Davos. Vous êtes allemand, vous êtes né à Cologne, à la tête d'un géant français de l'assurance. Alors vous nous direz justement quel est votre regard d'allemand et de patron sur cette montée du sentiment anti-européen et quelles propositions vous pouvez faire. Enfin, Timothy Snyder, bonjour, vous êtes professeur d'histoire à l'université de Yale, vous êtes donc américain mais spécialiste de l'histoire européenne. Vous êtes penché sur l'histoire du meurtre de masse d'Hitler et de Staline. Votre dernier livre, je l'ai avec moi, c'est De la tyrannie. Il est donc traduit en français, bien sûr, alors qu'il est en anglais à l'origine. Eh bien, je vous cite, ce livre est un guide de résistance au lendemain de l'élection de Donald Trump. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Donc, vous nous direz si on peut tirer les leçons de l'histoire. Bienvenue à tous les quatre. Enzo Moaevo, je voudrais commencer par vous. Vous êtes un Européen convaincu, proche du président italien Mattarella, dans un gouvernement où le vice-président Luigi Di Maio est issu donc du mouvement populiste 5 étoiles, un ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, de la Ligue, le parti d'extrême droite. Ils attaquent la France en ce moment. Luigi Di Maio a dit que la France appauvrissait l'Afrique. Paris a convoqué l'ambassadrice italienne. Les relations entre la France et l'Italie sont devenues exécrables. Exécrables, c'est peut-être trop dire, sont des relations dynamiques, je dirais. Dynamiques. Dialectique et dynamique, si vous me passez du vocabulaire. Non, je crois que nous devons nous rendre compte que un changement est en train d'avoir lieu en Europe. Ce qui avant était des situations politiques différentes d'un État à l'autre devient des situations européennes. Nous-mêmes, citoyens, nous sommes beaucoup plus intéressés que jadis à ce qui se passe dans les autres États de l'Union européenne. Nous avons compris que ce qui arrive politiquement dans un pays peut affecter l'autre. Donc il y a un intérêt... Surtout à 4 mois des Européennes, il faut le dire. Surtout à 4 mois des Européennes. Mais je dirais que les élections européennes sont un peu le catalyseur, si je peux le dire ainsi, de cette attention. Mais le changement est en train de se passer parmi les citoyens, parmi nos opinions publiques. Donc la politique suit. Dans une certaine mesure, la politique prend en compte le fait que les citoyens sont intéressés pas uniquement aux questions domestiques, mais aussi aux questions qui se passent au-delà de frontières politiques traditionnelles des États. Mais Luigi Di Maio et Matteo Salvini, c'est eux qui ont le pouvoir au sein de votre gouvernement. Comment vous, qui êtes un modéré, proche de Mario Monti, vous parvenez à vous faire entendre dans un tel gouvernement? Vous savez, les deux ministres sont aussi les deux leaders politiques des forces qui composent la majorité actuelle en Italie. Donc il est normal que, démocratiquement, ils exercent le pouvoir politique qui leur a été confié par les citoyens. Cela dit, je ne suis pas le seul indépendant dans le gouvernement. Le gouvernement est un intéressant équilibre entre les membres des deux partis et quelques ministres à caractère plus indépendant. Il y a une dialectique aussi parmi nous et dans cette dialectique, on essaye de faire la synthèse qu'on espère être la meilleure. Et vous parvenez à faire la synthèse? Ce n'est pas moi qui dois faire chaque fois la synthèse, mais en matière de politique étrangère, on essaie évidemment de se confronter. Là, d'ailleurs, il y a un autre élément qui est à peu près lié à ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il est difficile aujourd'hui, au niveau européen, de parler en sens traditionnel de politique étrangère. Il est assez normal que chaque ministre ait une projection européenne.
Et il est assez normal qu'au niveau européen, on discute des questions qu'au niveau domestique sont confiées à des ministres autres que les ministres des Affaires étrangères. Mais comment parler d'Europe, lorsque des ministres italiens créent des conflits avec la France? Vous savez, le conflit en soi, dans un débat politique démocratique, n'est pas un symptôme négatif. Le fait qu'il y ait une discussion ouverte... Je ne sais pas si c'était tout à fait une discussion, très franchement. Pardon? Ils ont convoqué l'ambassadrice italienne à Paris. On était vraiment dans une discussion. Oui, d'ailleurs, ça fait partie encore des traditions diplomatiques qui se mélangent avec cette nouvelle réalité. Mais la nouvelle réalité, à mon avis, est qu'il y a maintenant une arène européenne politique, un espace politique européen qui se manifeste de plus en plus dans la perspective des élections. Pour le meilleur ou pour le pire ? Ça dépend. Il faudra voir. La dialectique politique, elle est devenue dure aussi au niveau national, au niveau domestique, au niveau local, au niveau régional. Donc la dialectique politique, elle peut être dure indépendamment de l'arène. Quand elle se manifeste au niveau de l'arène européenne, nous sommes moins préparés. Parce que nous vivons ça toujours dans l'optique des relations entre les États. Mais si nous sommes membres d'une Union européenne, ça fait partie aussi de ce fait d'être unis, qu'on se parle beaucoup plus clair, à la limite, pourquoi pas, beaucoup plus cru. Et qu'on crée des divisions, parce que c'est ce qu'ils font. Mais il y a des divisions dans toute compétition politique. Est-ce que vous vous sentez responsable, vous qui avez faisiez partie du gouvernement de Mario Monti, est-ce que vous vous sentez responsable de la montée du populisme dans votre pays? Est-ce que vous avez l'impression que s'est installé un climat de défiance à l'égard de cette classe politique traditionnelle, même si vous avez une étiquette d'indépendant, et qu'aujourd'hui ce populisme en est la résultante? Est-ce que vous vous sentez responsable? Je crois que le fait en Italie en particulier, vu les résultats des élections du mois de mars 2018, mais dans tous les États européens, se sont manifestées de nouvelles forces politiques ou se sont développées des forces politiques qui avant étaient plus marginales. Et ça, c'est le fruit. On peut les définir populistes, bien que personnellement je trouve cette définition quand même fort imprécise. Mais quand même, le fait que ce soit des forces politiques différentes, avec des messages différents par rapport aux forces politiques traditionnelles, est le résultat d'un certain nombre de choses qui n'ont pas été bien traitées au niveau national et au niveau européen. Je fais deux exemples pour être clair. D'un côté, c'est la crise économique et financière qui en Europe a fait de ravages. On l'a affrontée, oui, mais peut-être on pouvait aller plus vite. Mais surtout, je crois que les citoyens s'attendaient qu'on allait plus vite et qu'on était plus vite résolutifs face à une crise économique avec une Europe qui avait le cœur dans l'économie. Et ensuite, il y a la crise des migrations. Donc ça a créé des grandes divisions au niveau européen, mais à l'intérieur des États aussi. Et ceci a porté beaucoup de citoyens à regarder à des forces politiques qui portent un message nouveau. Vous le déplorez ? Pas nécessairement. Ça dépend de comment, ensuite, ces forces politiques, si elles sont appelées à contribuer soit à la vie politique nationale, soit à un gouvernement, vont porter en avant... Soit elles risquent d'être majoritaires lors des élections européennes dans 4 mois. Voir ce qui va se passer au niveau des élections européennes dans 4 mois, ce qui sera très intéressant, parce qu'alors là, pour la première fois, je crois, on va avoir des vraies élections politiques européennes. Je pense que les citoyens dans tous les États membres de l'Union européenne se rendent compte que pour la première fois, ce n'est pas une vérif des équilibres au niveau national, mais c'est une vraie élection politique qui pourrait changer, ou que de toute façon, met en compétition des différentes visions de l'Europe. Cécilia Malmström, vous représentez la Commission sur ce plateau. Bruxelles est le premier ennemi des populistes. La haine de Bruxelles, on l'aperçoit même en France, même pendant justement la contestation des Gilets jaunes. La technostructure, la multiplication des normes, elle étouffe finalement cette idée de progrès européen. Est-ce que vous vous sentez, vous, responsable lorsque le drapeau européen est piétiné lors d'une contestation sociale en France ? Non. Et je crois qu'il faut avoir les choses très claires. Oui, il y a ce mouvement des Gilets jaunes, il y a des mouvements anti-européens, populistes, nationalistes, anti-migration en Europe qui s'organisent maintenant. Et on va voir pour les élections européennes. Ça me fait peur et on pourra discuter davantage. Ça vous fait peur? Oui, mais, et laissez-moi finir, il y a aussi un mouvement qui n'est pas du tout comme ça. Si nous regardons les sondages dans tous les pays européens, le soutien pour l'Union européenne et la coopération européenne est le plus élevé en 10 ans. Dans tous les pays, moins Italie et la Tchéquie, je pense. Donc il faut voir que vous êtes sûr, parce qu'on a l'impression que ce sont les populistes qui ont le vent en poupe aujourd'hui.
Oui, ils ont un vent de poupe, mais ils sont toujours en minorité. La majorité, et si on regarde les sondages qui se sont faits de la même façon pendant 20 ans, on pose la même question au même nombre de gens, on voit que le soutien pour l'Union européenne est très fort. Et parmi les jeunes, surtout. Cela dit... Parmi les jeunes. Parmi les jeunes, oui. Et cela dit, ça ne veut dire pas que tout va bien. Non, il y a beaucoup de problèmes, mais la notion que toute l'Europe est contre l'Europe, c'est pas vrai. Non, mais pourquoi tant de haine? Est-ce que vous vous posez cette question tout de même? Oui, bien sûr. Pourquoi tant de haine? Bien sûr. Je pense qu'il y a... C'est pas facile à expliquer en 2 minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses. Monsieur le ministre a convoqué la crise économique, bien sûr. Ça a créé beaucoup de ressentiments, de problèmes sociaux, économiques, politiques dans tous les pays, surtout les pays les plus affectés. Et beaucoup de politiciens ont utilisé cette peur, cette situation que beaucoup de gens ont confrontée d'une façon de « Ah, tiens, j'ai une solution facile ». Il n'y a pas de solution facile. Les populistes ont utilisé cette situation. Bien sûr, il y a aussi, le ministre également l'a évoqué, il y a ce fracas des pays de l'Union européenne de prendre une responsabilité conjointe de la situation migratoire. Et qui a... Donc c'est un échec. Oui, c'est un échec des États membres. C'est un échec à l'égard des migrations. À l'égard de l'État membre, parce que nous sommes 28 pays les plus riches du monde, parmi les plus riches. Nous pouvons prendre la responsabilité d'accueillir les réfugiés qui ont vraiment besoin de protection. Nous pouvons le faire ensemble et lutter aussi pour avoir les frontières qui sont protégées et d'une manière qui fait confiance. Mais il faut prendre cette responsabilité ensemble. Et le fait que certains pays refusent... Le groupe de Visegrad, par exemple. La Hongrie. Et des pays qui ont eux-mêmes envoyé des réfugiés dans mon pays, dans votre pays, dans plusieurs pays il y a 40 ans, c'est une situation qui n'a pas créé beaucoup de confiance. Mais, je répète, et il y a cette situation, il y a le Brexit, mais aussi il y a l'Union européenne que dans cette période-ci, aussi a eu la possibilité de renforcer et d'approfondir la coopération européenne en prenant des mesures dans la coopération de défense, dans la coopération de sociale, dans la coopération de digital, dans la coopération du commerce, que nous n'avons pas pu faire il y a 5 ans. Oui, mais alors le problème, pourquoi est-ce que c'est perçu justement par un certain nombre de citoyens comme quelque chose très loin? Oui, non, mais en tout cas, c'est courant populiste. En même temps que les Gilets jaunes, il y a des marches des jeunes. Bruxelles, c'est l'ennemi absolu. Oui, il y a des marches des jeunes en milliers qui manifestent pour une politique de climat plus responsable. Est-ce le fait qu'il y ait eu un glissement de pouvoir hors des parlements nationaux, est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème et une multiplicité des normes, malgré tout? Oui, mais aussi les gens dans les rues de la Pologne et de la Hongrie qui manifestent avec le drapeau européen. Il ne faut pas oublier ça. Contre leur gouvernement. Ils sont en résistance? Ils sont en milliers. Oui, ils sont contre leur gouvernement pour l'Europe. Thomas Buberl, vous êtes, alors vous, allemand, à la tête d'un grand groupe français, AXA. Alors je vais vous poser une question sur le traité d'Aix-la-Chapelle, parce que traité de coopération signé entre la France et l'Allemagne il y a quelques jours, qui a donné lieu à des rumeurs et alors des fake news. Comment est-ce possible à l'heure de l'Europe? Premièrement, je pense que ce traité d'Aix-la-Chapelle est quelque chose de très positif parce que ça renforce et confirme l'importance de l'axe franco-allemande. Il y a toujours des gens qui veulent essayer de dévier, de faire du fake news sur le contrat, mais moi je trouve que c'est très positif que les 2 nations clés en Europe se mettent ensemble pour l'Europe. Marine Le Pen dit que c'est un acte de trahison. Oui, mais il faut bien voir quelle est la trahison parce que la citation qu'elle a faite, ça n'amène pas vraiment à un acte de trahison. Est-ce que justement il y a un manque d'explication, même lorsqu'on met en place des traités entre la France et l'Allemagne, pour que les citoyens comprennent, un manque de pédagogie? Comment expliquer qu'autant de fake news puissent émaner justement de la signature d'un tel traité? Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier sujet est que l'Europe est prise comme acquis. Si vous parlez à la jeune génération, ils vous disent bon, l'Europe, j'ai toujours vécu, c'est une normalité. Ils ne valorisent plus la question de sécurité, ils ne valorisent plus la question de paix. Et je pense qu'il faut refaire un récit européen. Deuxième sujet, on a perdu la connexion avec les gens.
Et oui, on peut dire les Gilets jaunes, c'est pas contre l'Europe, mais j'étais sur les ronds-points. Ils ont piétiné le drapeau européen, certains d'entre eux. Oui, et j'étais sur les ronds-points. Et c'est intéressant de voir, ce ne sont pas des radicaux, ce sont des gens qui sont comme nous, des gens beaucoup de fois monoparentales. Et c'est ce qu'ils vous disent, c'est pas j'aime plus la France. Ils vous disent beaucoup de fois, je suis seul, il n'y a personne qui me parle, je ne peux pas plus m'exprimer. Et je pense que c'est ça, il faut réétablir la connexion avec les gens, il faut changer la méthode d'aller vers les gens. Et c'est pourquoi on peut dire, bon, c'est très triste, c'est très déprimant, c'est ce qui se passe en Europe, mais on peut aussi dire, c'est très bien parce que les peuples s'expriment. C'est une opportunité de vraiment prendre l'input. Mais comment justement se reconnecter avec eux ? Il faut discuter. À mon avis, aujourd'hui, il manque le dialogue. Si je regarde dans ma propre industrie, oui, on vit très bien en Europe, mais il y a quand même quelquefois, on est en dehors de la réalité. Ça se passe même dans mon industrie. Je pense qu'il faut aller vers les gens, il faut parler aux gens, il faut les intégrer, aborder. On fait la même chose dans une entreprise. Moi, je ne suis pas le meilleur stratégiste, je suis la personne qui facilite l'engagement entre les gens. Et c'est la même chose qui doit se passer au niveau politique. Timothy Snyder, quel est votre regard d'intellectuel américain sur le populisme en Europe ? Vous dites dans votre dernier livre, l'histoire ne se répète pas, elle s'instruit. Peut-on effectivement tirer les leçons de l'histoire ? Alors, on peut tirer naturellement les leçons négatives. On peut voir qu'il est possible de voir une mondialisation et la détruire. C'est la leçon des années 20 et 30 du XXe siècle. Je pense qu'il y a bien des populistes chez moi, dans les États-Unis et chez vous, qui ont tiré quelques leçons de cette époque. Positivement, on peut dire que la mondialisation, c'est un fait et qu'il faut faire des choix pour que la mondialisation puisse continuer. Et ce sont des choix qui concernent technologie, facticité, inégalité. Ce sont des leçons qu'on peut avoir du passé. Il n'est pas trop tard. OK. Ce qui est intéressant, dans l'histoire, c'est que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Demain viendra. Alors, dans le passé, dans l'avenir, il y a des choses qu'on ne produit pas. Oui, l'histoire, c'est plus grand que l'imagination. Ce qui va venir, c'est pas ce qu'on produit maintenant. Alors, c'est pas trop tard. Et je pense bien que maintenant, c'est bien que les Américains et les Européens ont un défi. Parce que ce n'est pas vrai que la démocratie, la mondialisation n'ont pas besoin d'aide. Ils ont, historiquement, ils ont besoin toujours de l'audace politique. Ils ont besoin d'audace politique. C'est la fin de la première partie. On va revenir sur cette idée avec vous. Première partie, donc la fin de cette première partie du débat spécial Davos. Vous restez avec nous. Bienvenue dans la deuxième partie du débat spécial Davos consacré aux élections européennes et à la montée du populisme. Alors que peut-on attendre des élections du 26 mai prochain ? Y aura-t-il une recomposition du paysage politique ? À l'heure du Brexit, peut-on redonner le goût d'Europe ? Timothy Snyder, on a terminé cette première partie avec vous. Vous parliez d'audace. Est-ce qu'on manque d'audace ? On manque bien d'audace. Et pour moi, c'est le problème chez les populistes. On prétend que les populistes sont audacieux, mais on manque la pensée de l'avenir. Pour être audacieux, il faut qu'on ait une pensée de l'avenir. Et c'est justement ça qu'on voit le problème avec le populisme et le problème avec nous tous. Parce qu'on défend, on résiste, mais on n'a pas en Europe la pensée de l'avenir. Et c'est paradoxal parce que c'est justement dans l'avenir que l'Europe puisse être une puissance. Parce que les vrais problèmes, écologie, trous noirs de l'impôt, les monopoles, les droits de l'homme dans l'époque numérique, c'est seulement l'Europe qui est là, puissance, il peut être une puissance.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire que la Chine voit l'avenir et fait des manipulations. Les Américains ne voient du tout l'avenir, mais c'est seulement. Court terme, les Américains. C'est les mots, ouais, c'est les mots. Mais c'est seulement l'Europe qui a commencé de parler avec notre siècle. Ce sont les problèmes vrais pour les jeunes. Les droits de l'homme numérique, c'est un vrai problème pour les jeunes. Et c'est justement l'Europe qui peut faire quelque chose là-bas. Il faut redonner des perspectives, c'est ça que vous voulez dire? Les perspectives grandes, pas les perspectives anti-américaines, pas les perspectives anti-chinois, anti-russes, mais les perspectives d'une Europe qui est grande, qui est la seule puissance qui est capable de répondre aux vrais défis. C'est la seule puissance également face à la Chine et les États-Unis. Vous pourriez la placer comme ça, l'idée d'Europe aujourd'hui? Pas dans le sens qu'il faut toujours critiquer les Américains ou les Chinois, mais dans le sens que dans une mondialisation, on a tous les mêmes problèmes. Et les Chinois ont déjà fait un choix. Les Américains ne sont pas capables maintenant de faire des choix. Mais on peut voir dans l'Europe la seule institution qui a compris, au moins partiellement, quels sont les vrais défis et qui a les instruments. Et c'est justement pour ça, à l'occasion, c'est justement pour ça que l'Europe a des ennemis. Mais elle est très divisée, cette Europe, aujourd'hui. Ça, c'est normal. Et ça, c'est votre syndrome. Vous préférez parler de la division. Ah, mais Brexit, par exemple. Brexit, c'est stupide, c'est une catastrophe, mais c'est aussi un exemple des procédures européennes. On a fait 2 années de négociations, 2 années de débat, et maintenant, on ne fera rien. Et c'est bon. C'est bon. Par contraste avec les Américains, c'est bon. Alors, pourquoi c'est bon? Il n'y a pas de plan B. Moi, je ne pense pas que Brexit arrivera, mais c'est bon qu'on peut... Les divisions dans l'Europe sont vraies, mais les divisions sont aussi normales. Et on peut vivre avec division si on comprend que seulement dans une institution grande, on est capable de parler avec les Américains, les Chinois, et avant tout avec les mondialisations comme telles. Enzo Moavero, alors pour être un peu plus court terme, Matteo Salvini, donc le ministre de l'Intérieur, pousse un front souverainiste avec le Hongrois Viktor Orban, mais aussi Marine Le Pen et puis Jarosław Kaczynski en Pologne. Il veut rassembler les forces populistes et dans 4 mois il y a ces européennes. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il va y parvenir? Je crois que ce que vous venez de dire maintenant montre exactement la profondeur de ce changement politique qui se passe en Europe, celui auquel je faisais référence dans la première partie de notre transmission. À savoir, on cherche des alliances même là où les alliances naturelles n'existaient pas. On ne souligne pas comme une nouveauté aujourd'hui que le parti dans les différents pays membres de l'Union européenne qui se reconnaissent par exemple dans la famille socialiste ou dans la famille populaire soient liés entre eux. On regarde les nouvelles forces politiques et quel genre de liens peuvent essayer de créer. Et il y a des liens entre ces forces? Il y en a et il n'y en a pas, à savoir que dans la critique plus sévère à l'Europe, ils sont liés, mais après, quand on va regarder pas mal d'éléments concrets, justement, ces racines fortes nationales créent des différences. Donc, mais tout ça, on verra bien le résultat. On a encore quelques mois pour étudier tout ça ou pour examiner tout ça en lisant les chroniques journalières et comprendre comment tout ça va se présenter au niveau des élections. Ça se présente plutôt bien pour ces mouvements populistes? Je crois que c'est physiologique à cette Europe plus politique que j'essaie de souligner. Une Europe qui ne connaît plus tellement de frontières traditionnelles et qui va essayer d'avoir une compétition plus large. Mais à mon avis, il ne faut pas, encore une fois, il faut essayer de regarder la Lune et pas nécessairement le doigt qui l'indique. À savoir, la vraie question est
Bon, il y aura peut-être des alliances différentes par rapport au passé pour les élections. Après, les citoyens vont exercer leur droit de vote. Il y aura le résultat. Sur la base de résultats, au Parlement européen devront se former des majorités. Bon, nous savons que les majorités au Parlement européen ont une influence relativement différente par rapport à ce qui se passe au niveau des parlements nationaux. Moins mais quand forte. même, Mais moins plus forte qu'avant. fortes, mais cette fois-ci seront plus nettes. Donc, tandis que jusqu'ici, dans ma lecture, on avait toujours une majorité. Après, il y avait une zone presque majoritaire, même si elle ne s'exprimait pas explicitement, par exemple, dans tous les votes avec la majorité. Et après, on avait des minorités. Cette fois, on pourrait avoir clairement une majorité et une minorité qui serait pour la première fois une opposition. Alors, la première question, à savoir dans l'après-vote du mois de mai, est-ce que le Parlement européen est prêt à fonctionner avec une majorité et une opposition ? La preuve sera déjà la désignation du prochain président de la Commission et ensuite la désignation de la Commission. Ça, c'est du nouveau, c'est du terrain inconnu. Et ça sera, à mon avis, le vrai test, la vraie preuve concrète de tout ce que nous pouvons maintenant philosopher quant au contact politique, etc. Cécilia Malmström, l'Europe a-t-elle finalement suffisamment protégé les perdants de la mondialisation ? Non. Pas du tout. Et ceci explique beaucoup de ces mouvements, bien évidemment. Parce que, encore en revenant à la crise économique, où beaucoup de gens ont perdu même leur maison, leur travail, leur espoir, surtout les jeunes. Le taux de chômage est toujours très élevé dans beaucoup de pays. Et les États membres n'ont pas eu la possibilité, ou la force, ou la volonté de suffisamment protéger. Qu'a fait l'Europe finalement pour le social ? C'est la question qu'on se pose. Oui, mais la responsabilité pour les citoyens, c'est, après tout, les États membres. Et les États membres n'ont pas fait les réformes nécessaires pour diviser les biens de la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est une chose bonne si elle est bien gérée. Mais ils n'ont pas fait cette division, ils n'ont pas reformé les systèmes sociaux, la division de taxes, ils n'ont pas suffisamment investi dans l'éducation, les skills, pour voir que les gens peuvent déménager dans différents endroits. Ce qu'a fait l'Europe, dernièrement, nous avons, ce qui n'aurait pas été possible il y a quelques années, essayer de développer un agenda social. Parce que l'Europe, ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi social. Pour mettre des... Alors, quel est cet agenda ? Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas. Parce que, comme vous dites, il y a des résistances au sein des différents pays. Oui, c'est vrai. Il y a des limites aussi parce que le social, c'est beaucoup la division des biens, c'est des règles, c'est des normes. Et là, la Commission n'a pas la compétence juridique. C'est la compétence nationale de le faire. Ce que nous pouvons faire, c'est d'établir certaines normes, de faire du benchmarking, d'établir des buts que tout le monde doit achever et faire certaines choses minimum, mais c'est controversiel parce que qu'est-ce qui finance le social ? C'est les taxes. Est-ce qu'il y a une taxe européenne ? Non. Alors, la responsabilité, c'est les États membres, et les États membres n'ont pas fait suffisamment. Vous seriez favorable à une taxation européenne sur le social ? Je suis sceptique, parce que ça reviendrait à toute une autre Europe. Mais c'est une chose à discuter dans les élections, et c'est ça qui est une bonne, parce qu'il y a tellement de divisions maintenant en Europe que ce serait une proposition d'aller très en avant avec une taxe, avec social, avec défense et tout cela, ça peut être une voie. Et c'est aux citoyens de décider. Parce que pour la première fois, je pense que le ministre a raison, on peut mobiliser les jeunes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu en Europe maintenant. Hein. Les valeurs. L'Europe, c'est l'économie, c'est le social, mais c'est les valeurs. Ces valeurs sont attaquées, justement. Oui, tout à fait. Exactement. Et ceci, c'est peut-être la dernière commission qui est constituée de personnes, seulement de personnes qui croient en l'Europe. Toute la dernière commission. C'est inquiétant ? Ça m'inquiète beaucoup, oui. Et alors, parce qu'il y a des mouvements très forts, il y a des mouvements en Europe qui sont contre les étrangers, donc ils vont avec les étrangers pour lutter contre les étrangers. C'est ce qui se passe maintenant avec la mobilisation des populistes et les anti-immigration. Et ça m'inquiète, parce qu'ils sont aussi contre l'Europe. Et s'ils nominent un candidat pour l'Union européenne, pour la Commission européenne, il y aura des personnes au sein de la Commission européenne qui ne voient pas l'Europe comme traditionnellement les différents groupes l'a fait. Et ça m'inquiète, oui.
Thomas Buberl, les inégalités alimentent l'euroscepticisme. Le rapport d'Oxfam publié à Davos ici montre qu'elles continuent à s'aggraver. Alors vous avez été reçu par Emmanuel Macron pour savoir quelles mesures sociales devraient être mises en place en France. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je pense, on a aujourd'hui des responsabilités différentes. On regarde toujours l'État qui doit vraiment faire beaucoup plus sur le social. Mais si vous prenez le système français, qui est un des systèmes le plus développés en termes de redistribution des moyens, on se demande quand même pourquoi est-ce que ça se passe. Et je pense aujourd'hui, on ne peut pas uniquement regarder à l'État. Il faut aussi intégrer les entreprises dans l'engagement social. Est-ce qu'elles font suffisamment, les entreprises? Oui, je vais vous dire maintenant. C'est ce qu'on a proposé à Emmanuel Macron. On s'est mis d'accord avec 13 entreprises à l'époque, dans 6 jours, par les moyens digitaux, pour proposer 2 choses. 1, des engagements concrets de l'apprentissage, de l'engagement de formation avec des heures concrètes. Et deuxièmement, chaque entreprise va donner un service pour les gens en besoin gratuitement. Et on va faire un tracking, qui a fait quoi. Et on a essayé maintenant d'élargir ce cercle, mais ça vous dit, il faut que les entreprises s'engagent. On ne peut pas uniquement regarder aux États et laisser la responsabilité au gouvernement. Mais justement, après la contestation des Gilets jaunes, on s'attendait à un engagement plus fort de la part justement des grosses entreprises. Et on l'attend toujours quelque part. Non, mais ça va venir. Je pense que c'est un processus parce que le système bascule maintenant. Nous vivons maintenant dans une société qui est tellement divisée, qui est tellement en fractions, et on est en train de réaliser c'est ce qui se passe. Et je veux dire, si on est à Paris, on est toujours dans le microcosme de Paris. Les vrais sujets se passent en dehors du Paris. Et là, il faut réaliser comment on peut aider les gens qui sont implémentés dans le terrain, donc les grandes entreprises, avec formation, engagement, mais aussi avec des services. Donc il faut jouer sur la formation, vous dites. Est-ce que vous allez revaloriser les salaires, par exemple, verser des primes? Alors, certainement, on est en discussion. Chacune des entreprises est soit en discussion et était en discussion. Et on a pris cette opportunité de clairement considérer la situation en ce qui concerne les primes, mais aussi l'augmentation des salaires. C'est suffisant? C'est jamais suffisant. C'est un bon début. C'est ce que j'ai ressenti. Parce qu'on attendait un geste très fort, en fait, de la part des grosses boîtes, on va dire, en France. Et en fait, on n'a pas eu véritablement un geste fort de la part des grosses boîtes. Encore une fois, une geste financier vous règle le court terme. Une geste financière ne vous règle pas le moyen terme. Il faut de l'engagement des entreprises et de ses collaborateurs. Et c'est ce que je peux vous dire. Cet événement-là, ça a beaucoup changé l'esprit. Et j'ai vu beaucoup des entreprises qui se sont dit, bon, je veux maintenant m'engager, je veux aider. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous? Ah oui, je le fais aujourd'hui. On a déjà fait dans le passé, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup des entreprises qui ont déjà fait beaucoup. Mais c'est peut-être jamais valorisé, jamais vu. Mais il faut qu'on fasse plus. Timothy Snyder, on voit déjà que le Brexit, il y a un risque de fragmentation, d'implosion du Royaume-Uni en tout cas. Les populistes ont le pouvoir en Pologne, en Hongrie. On parlait de ce groupe de Visegrad qui n'a pas donc les mêmes valeurs, qui n'a pas la même perception de l'Europe. On les appelle des démocraties illibérales, pour utiliser ce terme. L'Europe donc de 1945 risque-t-elle d'exploser ou tout simplement de disparaître? Alors, au commencement, il faut dire que les quatre pays sont bien différents. L'Hongrie a se défini comme démocratie libérale, mais pour la Slovaquie, par exemple, ce n'est pas du tout le cas. La Slovaquie, je ne sais pas si on le sache, mais la Slovaquie est dernièrement un exemple d'une société très active contre la corruption, contre le meurtre d'un journaliste. Alors, en Bratislava, il se fait des choses qui sont très intéressantes et positives. Et la Pologne, alors il se passe des choses qui sont très négatives à Pologne, mais il y avait des élections où il était clair qu'il y a une alternative claire. Il y a une presse qui est contestative et investigative. Il y a toujours une population qui est très pro-européenne. Mais à votre question, je pense que l'erreur que fait quelques politiciens hongrois et polonais, c'est de penser qu'on peut sans fin
exploiter l'Union européenne et simultanément le délégitimer. Et ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Pourquoi ça ne va pas réussir? Pour l'instant, ça marche très bien. Pour moi, le danger, c'est pas que l'Union européenne va exploser. Le danger que du point de vue de Budapest, de Varsovie, c'est qu'il y aura une autre Europe où l'Allemagne est plus puissante relativement. Une Europe de deux vitesses. De vitesse. Voilà. Et pour la Pologne et pour l'Hongrie, c'est l'exclusion. Il y aura une Europe, mais il peut être une Europe qui est pire pour les Polonais et les Hongrois. Voilà pour moi ce qui est le danger. C'est qu'en fait, ils se rendront compte que c'est la pire des solutions. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Monsieur Enzo Moavero, l'Italie est considérée comme le maillon faible économique de l'Europe. Est-ce qu'elle pourrait sortir de la zone euro finalement, cette Italie ? Je ne pense pas. D'ailleurs, la question a été fort discutée lors de la discussion de la dernière loi budgétaire italienne. Sacré bras de fer tout de même avec Bruxelles. Oui, mais c'est encore un bras de fer physiologique. C'est bien prévu dans les règles européennes qui établissent des paramètres, mais qui laissent quand même au gouvernement la proposition de la loi budgétaire et qui laissent au Parlement national l'approbation de la même loi. Et entre les deux, il y a une discussion avec à la fois la Commission européenne et le Conseil de ministres qui s'occupe d'économie et finances au niveau européen, justement pour garantir un examen européen des différentes lois nationales. Donc pour vous, c'est une garantie finalement, cette Europe, pour que l'Italie ne sorte pas ? Moi, je pense que l'Europe, c'est une garantie mutuelle pour tous les différents pays qui en font partie. Elle établit des paramètres, elle établit un cadre commun par rapport auquel on doit se confronter. Après, un certain nombre de responsabilités restent au niveau national. Et au niveau national, ce qui est important, c'est qu'elles soient exercées selon la démocratie. Après, soit on y croit, soit on n'y croit pas. La démocratie, c'est pas qu'on y peut croire uniquement quand elle va dans le sens qu'on souhaite. L'Italie inquiète énormément aujourd'hui. Elle inquiète les marchés, elle inquiète globalement l'économie européenne aujourd'hui. Oui et non, parce qu'on est quand même fort inquiété du ralentissement de l'économie dans des économies importantes en Europe, même plus importantes que l'économie italienne. Suite à la crise économique et financière, il y a d'autres parties du monde, à commencer par les États-Unis d'Amérique, qui se sont repris beaucoup plus rapidement des effets néfastes de la crise, avec des éléments qui sont restés, qui doivent encore être aménagés. Mais l'Europe ne s'en sort pas aussi bien que les États-Unis. L'Europe ne se sort pas aussi bien que les États-Unis. Et ceci dépend de quoi? Évidemment, comme c'était souligné, dépend beaucoup du fait qu'il n'y a pas une cohésion suffisante au niveau des différents gouvernements. Une des grandes difficultés de l'Europe, qu'on ne va pas découvrir aujourd'hui, mais qui aujourd'hui est mis en évidence assez bien par l'actualité politique, c'est que ce mélange de coopération et compétition entre les États et entre les acteurs économiques des États. Et cette coexistence d'institutions communes et institutions nationales, à un moment donné, peut fonctionner, mais peut aussi ne plus fonctionner. Et c'est ça ce qu'on a devant. On doit se demander... Lorsque vous avez une légitimité démocratique en Italie, où effectivement le mouvement 5 étoiles et la Ligue obtiennent la majorité aux élections et que juste avant, effectivement, vous aviez une légitimité européenne, vous avez deux légitimités qui se font concurrence, là, c'est ce que vous dites. Qui peuvent être concurrentes, mais les élections du Parlement européen sont justement là pour nous offrir l'opportunité d'une synthèse. Et là, on verra bien par rapport aux résultats et on verra bien par rapport à ce qui se passe dans les différents pays. On va voir quelle peut être la magie de la synthèse. Parce que... La magie de la synthèse ou de la non-capacité de trouver la synthèse. Ça, c'est le grand défi que l'Europe a devant elle. Cécilia Malmström, est-ce qu'il faut revoir les compétences de la Commission européenne? Est-ce que ça pourrait être un des chantiers du prochain président ou de la prochaine présidente de la Commission? Peut-être, mais je ne pense pas que c'est la chose la plus importante pour mobiliser les citoyens pour les élections. Peut-être, on peut toujours réviser ça. Moi, je pense que pour l'instant, ce que nous essayons de faire et ce qu'il faut continuer à faire, c'est de livrer les résultats. Parce que les citoyens veulent voir des résultats. Le professeur Schneider a parlé des grands défis, le climat, la sécurité terroriste. Oui, mais alors, pardon de vous interrompre, mais l'Europe du climat, en fait, elle était beaucoup plus en avance il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Tous les chiffres le montrent. Donc, il y a bien eu quelque chose qui ne fonctionnait plus. Il y a des défis européens.
Elle a été très en avance, l'Europe, sur le climat. Vous pouvez arrêter de m'interrompre, s'il vous plaît? Allez-y. Oui, merci. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut livrer les résultats. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on pourrait être encore plus ambitieux en ce qui concerne le climat. Mais la totalité de l'Europe, c'est 28. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alors maintenant, il n'y a pas cette suffisance. Mais néanmoins, Katowice ne sera pas le succès que ça a été sans l'Europe. Donc ça, c'est une chose que nous pouvons seulement faire ensemble, en 27 ou en 28, pour essayer d'avancer. Les accords de commerce, le digital, réformer le marché unique pour faire ces possibilités, se focaliser sur le social, sur l'investissement, l'innovation, les toutes petites entreprises, l'éducation, la formation, tout cela, nous pouvons seulement le faire. Et nous avons des projets, nous travaillons avec les États membres sur ça. Et je crois qu'ils sont focalisés à livrer les résultats pour montrer aux citoyens que nous écoutons vos soucis et nous essayons de les résoudre. Donc comment est-ce que vous allez leur dire aux citoyens quels sont les résultats là, en 4 mois? Nous allons faire le maximum, tous les membres de la Commission, pour voyager dans ce que nous faisons déjà. On en fait presque 1000 de dialogues citoyens ensemble et nous allons le faire. On peut toujours faire plus, mais il faut aussi montrer ce leadership de tous les États membres aussi, pour mobiliser et pour essayer de dire que toutes les choses mauvaises du monde, c'est la cause de Bruxelles. Parce qu'avec ça, on ne mobilise pas les citoyens pour prendre une décision et de vraiment voter pour Mais comment vous leur redonnez le goût d'Europe? Est-ce que c'est avec tout cet agenda un peu technocratique, pardon l'expression? Cet agenda n'est pas technocratique. Le climat, ce n'est pas technocratique. Le travaux, ce n'est pas technocratique. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas technocratique. Mais les réformes institutionnelles de la Commission, ça c'est technocratique. C'est peut-être nécessaire, mais c'est pas peut-être le président de la prochaine Commission va faire ça, mais c'est pas les médias qu'il faut faire. C'est les réformes concrètes, en s'engageant avec les citoyens, en les écoutant, en dialoguant, en leur incluant dans les décisions. Comment vous faites ça c'est au Parlement européen que ça va se passer, donc, en fait. Les membres du Parlement européen et ceux qui se présentent pour les élections, c'est à eux de faire ça. Mais nous, dans la Commission, avec les limites que nous avons, nous le faisons toutes les semaines, presque tous les jours. Mais il faut aussi mobiliser les ministres et les premiers ministres nationaux pour les élections européennes. Thomas Buberl, vous aurez le mot de la fin. Vous avez dit qu'il faut inventer une troisième voie. Quel est le bon modèle pour l'Europe ? C'est ce que le professeur a dit. Je pense qu'il faut se dire quels sont nos facteurs de différence. C'est nos valeurs et c'est aussi notre capacité de mettre des normes. Et une chose qui était extrêmement audacieuse, j'ai trouvé, c'était la GDPR, la réglementation sur les données. L'Europe était les premiers à le faire. Et je pense, pour la prochaine commission, ça va être très important de dire quelles sont nos priorités. Le climat, c'est clairement une des priorités. À mon avis, la révolution digitale, mais pas en tant qu'on copiait Google, on copiait Facebook. Il faut trouver son propre chemin, basé sur ses propres forces, le transport, l'aéronautique, tout ça. Et troisièmement, il faut voir comment on peut réinventer le contrat social. Parce que notre valeur, c'est d'être toujours été très social. Nous sommes au bout du système, il faut le réinventer. Et moi, je veux vraiment que ça se passe parce qu'aujourd'hui, on ne parle que sur la Chine et les États-Unis. On ne parle jamais sur l'Europe. Et pour moi, Brexit, ce n'est pas vraiment le fait que Brexit est là, c'est une catastrophe de réputation pour l'Europe. Il faut que l'Europe se projette à l'avenir pour réinventer l'Europe, sa propre voie, avec des projets très concrets. L'Erasmus, les jumelages, tout est disparu. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Merci beaucoup en tout cas, Thomas Buberl, Cecilia Malmström, Enzo Moavero Milanesi également. Merci à vous, Timothy Snyder. Merci à vous tous d'avoir suivi cette session dans la langue de Molière. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et vous restez avec nous.